bien. Bonne année. C'est la vidéo, c'est la deuxième vidéo de l'année, mais pour moi c'est la première que je tourne cette année à 2025. Mais qu'est-ce qu'il a mis autant? J'ai mis des strass, ouais. Ouais, qu'est-ce que je fais? Les amis, ces strass c'est pour la nouvelle année. Je me suis dit on part sur un nouveau départ. Pas du tout, je donne des faux, des fausses explications, je trouve ça juste. Je trouve que c'est la classe. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je voulais juste voilà, me faire un petit kiff avec l'argent de Noël. Je me suis dit allez c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis fier de faire cette vidéo? Mon sud natal. Alors, pour la petite histoire, on va recontextualiser si vous voulez aller voir quand je lis passer. Ce livre, donc qui est La gloire de mon père. Ah, il y a le château de ma mère aussi. Ok, donc La gloire de mon père et le château de ma mère. On va d'abord lire La gloire de mon père et on va surtout pas tout lire. C'est un film qui est écrit par un livre qui est écrit par Marcel Pagnol. Alors je me trompe, je dis film parce que moi j'ai vu le film plein de fois. C'est d'ailleurs mon film préféré. N'hésitez pas à aller voir mon letterbox d'ailleurs en parlant de film, description. Je lis très peu. Je lisais beaucoup plus fut un temps. Je lis plus. Je lis plus parce que je suis un gros con. Je fais genre que j'ai pas le temps alors que j'ai le temps. C'est très dur de se mettre dans un livre. Du coup j'ai choisi celui-là. Je l'ai acheté sur Vinted je crois. Donc voilà, acheter des livres sur Vinted c'est bien le reconditionner. Je sais pas si c'est le bon terme. Donc ce livre là donc cette histoire pardon, elle est écrite par Marcel Pagnol. Et le film, donc je disais je suis un grand fan, j'adore l'ambiance. Pour vous recontextualiser, c'est je vais vous lire, vous savez quoi, je vais vous lire la préface qui s'appelle d'ailleurs la quatrième de couverture. Je crois. Putain, je lis pas assez de livres. Donc déjà, pour vous donner une idée de quand date ce livre, c'est écrit juste ici. 120 francs. Donc, ok, cette histoire est vraie, mais elle s'est passée il y a bien longtemps, quand vos grands-parents étaient encore des enfants. À cette époque, des charrettes et des fiacres roulaient dans les rues. Et quand une auto arrivait, on l'entendait venir de bien loin. Alors les chevaux prenaient les morts aux dents, et les gens couraient s'abriter sous les portes cochères. C'est pour vous dire que le monde change vite. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, c'est l'amour des enfants pour leur mère. Et j'ai écrit ce livre pour apprendre aux petites filles comment leurs fils les aimeront un jour. Déjà la préface, envie de pleurer. C'est l'histoire en gros de Marcel Pagnol, bon c'est pas Marcel Pagnol ici, hein. Tout est bien. Elle est écrite début 1900, je suppose. Je crois que c'est ça, ça se passe au début 1900. Ça c'est son père, encore une fois c'est un acteur. Allez voir le film, je vous en supplie. Et donc ça se passe vers Aubagne, vers Marseille plutôt. Donc vers Aubagne, enfin pas loin de tout ça quoi. Et c'est l'histoire de ce petit, donc c'est sa vraie histoire, je pense que c'est romancé, sur ses vacances en gros. Celui-là il est sur ses vacances. Donc ça commence quand il est très petit et puis voilà, c'est une biographie très romancée. Sur ses vacances pas loin d'Aubagne et bref, c'est génial. On est parti. Alors voilà, ça c'est la femme qui joue dans le film, la mère de Marcel Pagnol, Augustine. Il y a Augustine et le père qui est... Putain j'ai oublié le nom. Bref, elle est sublime, je suis amoureux. Elle est vraiment sublime et ça c'est le beau gosse, regardez-moi ce beau gosse. Ils avaient la classe, bref. On est parti, je vous dis pas plus, 3 minutes de vidéo, j'ai toujours pas lu une page. La gloire de mon père et le château de ma mère. Il y aura un peu de page turning du coup. J'avais déjà fait une vidéo lecture mais là je vous avoue que c'est... En fait ça va aussi me permettre de le lire. Parce que je ne lis pas assez. Allez c'est parti. Avant-propos. Voici que pour la première fois, si je ne compte pas les modestes essais, j'écris en prose. Il me semble en effet, ok, c'est pas l'histoire. Voilà, on va plutôt commencer l'histoire là, c'est sa préface. Il me raconte sa vie. Marcel, avec tout le respect, c'est déjà ta vie. Vous êtes prêts pour prendre la plus grande claque littéraire de votre vie? Ok. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres, autant de derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvonne. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais c'est plus une colline. C'est Garlaban, c'est
dur à dire. Où les guetteurs de Marius, quand ils virent au fond de la nuit, prit un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posa enfin sur la roche du Capitole. Apprit à Rome que ces légions des Gaules venaient d'égorger, dans la plaine d'Aix, les 100 000 barbares de Tobocus. Excusez-moi si j'écorche certains mots. La famille est établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie dès l'espagnol, puis espagnol. De plus, espagnol, c'est son nom de famille, c'est Pagnol, donc il pense que... Bref. De plus, il s'était armurier de père en fils. Et dans les eaux fumantes de l'Ouvèze, il trempait des lames d'épée, occupation comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons. Les espadons. Pardon. Les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qui fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, en arrière-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée, dans une apothéose d'étincelles, entourée de soleil tournoyant sur une gerbe de chandelle romaine. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi jusqu'à la fin de sa vie on l'appela l'Orosti, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus garnir de poudre, et ils devinrent cartonniers. Ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux au toucher, et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie. Il devint, je ne sais pas pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille. Il était petit, mais large d'épaules et fortement musclé. Lorsque je l'ai connu, il portait de longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col et une belle barbe frisée. Ses traits étaient fins, mais très nets, et ses yeux brillaient comme des olives mûres. J'adore cette genre de phrase. Après, peut-être que, vu que je ne lis pas, tout me paraît dingue, mais j'adore la manière dont c'est écrit. Son autorité sur ses enfants était redoutable, ses décisions sans appel, mais ses petits-enfants tressaient sa barbe, ou lui enfonçaient dans ses oreilles des haricots. Il me parlait parfois très gravement de son métier, ou plutôt de son art, car il était appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons, nous disait-il. Nous moncions les murs en pierre taillée, c'est-à-dire qu'ils emboîtent exactement les unes dans les autres par des tenons et des mortaises, des embrèvements, des queues d'aronde, des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans les rainures pour empêcher le glissement, mais c'était incrusté dans les deux blocs et ça ne se voyait pas. Tandis que les maçons, ils prennent des pierres comme elles viennent et ils bouchent les trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierre et il cache parce qu'il n'a pas su les tailler. Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il amenait la famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait sur l'herbe, devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait. C'est pourquoi, 30 ans plus tard, ses fils et filles, au seul nom du pont du Gard, levaient les yeux au ciel et poussaient des longs gémissements. J'ai sur ma table de travail un précieux presse-papier. C'est un cube allongé, en fer, percé en son centre d'un trou ovale, sur chacune des faces extrêmes. Un entonnoir assez profond et creusé dans le métal refoulé. C'est la massette du grand-père André qui frappera à 50 ans la dure tête des ciseaux d'acier. Il nous fait un petit historique de sa famille. Bon, ça dans le film, ça y est pas. Très cool. Très très cool. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire. Il savait lire et signer, mais rien de plus. Il en souffrit secrètement toute sa vie. Finit par croire que l'instruction était le souverain bien. Et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux 4 veines pour établir ses 6 enfants dans l'enseignement. Et c'est ainsi que mon père, à 20 ans, sorti de l'école normande d'Aix-en-Provence, devint
pas de raison, c'est plutôt une biographie, enfin c'est une autobiographie, il n'y a pas de raison de fantasmer une famille qu'il n'a pas. Là on entre un peu plus dans le film, donc dans ce que j'ai déjà vu et donc dans ce qui est plus palpable. Les écoles normales primaires étaient à cette époque les véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression et que le but et la tâche des prêtres c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse et qui avait, pour les fidèles ignorants, la vertu perfide des formules magiques. La papauté était dignement représentée par les deux Borgia, et les rois n'étaient pas mieux traités que les papes. Ces tyrans libidineux ne s'occupaient guère que de leurs concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ces temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation. C'est-à-dire que les cours d'histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité républicaine. Je n'en fais pas griffe à la République. Tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livres propagande au service du gouvernement. On est dans un moment de la France, donc début 1900, où la République, voilà, et donc l'église c'est mauvais, c'est des cours d'histoire. En gros, je résume chaque page, vous avez très bien compris. Ça va, tu me fais un résumé pour moi surtout. L'église c'est mauvais, c'est ce qui est écrit dans les programmes en gros. C'est pas moi qui dis ça. Ok. Bon, ça va, on peut continuer un petit peu. Les normaliens, frais et moulus, étaient donc persuadés que la grande révolution avait été une époque idyllique, l'âge d'or de la générosité et de la fraternité poussée jusqu'à la tendresse, en somme une explosion de bonté. Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer, sans attirer leur attention, que ces gens laïcs, après 20 000 ans, après 20 000 assassinats suivis de vols, s'étaient entre-guillotinés eux-mêmes. Il est vrai, d'autre part, que le curé de mon village, qui était fort intelligent et d'une charité que rien ne rebutait, considérait la Sainte Inquisition comme une sorte de conseil de famille. Il disait que si les prélats avaient brûlé tant de juifs et de savants, il avait fait les larmes aux yeux, et pour leur assurer une place au paradis. Excusez-moi, je fatigue. Telle est la faiblesse de notre raison, elle ne sert le plus souvent qu'à justifier nos croyances. Je me reprends. Cependant, les études de ces normaliens ne se bornaient pas à l'anticléralisme, celui-là on l'oublie, et à l'histoire laïcisée. Il y avait un troisième ennemi du peuple qui n'était point dans le passé, c'était l'alcool. De cette époque date l'assommoir et ces tableaux effrayants qui tapissaient les murs des classes. On y voyait des fois rougeâtres et si parfaitement méconnaissables à cause de leur boursouflure verte et de leurs étranglements violacés que leur donnait la forme d'un topinambour, qui leur donnait la forme. Mais pour éclairer ce désastre, l'artiste avait peint au beau milieu du tableau le foie appétissant du bon citoyen, dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient de mesurer la gravité des catastrophes circonscrites. Les normaliens, poursuivis jusque dans le dortoir par cette horrible viscère, sans parler d'un pancréas en forme de vis, d'Archimède et d'une aorte écaillée de hernie. C'est très technique à lire. Étaient peu à peu frappés de terreur, et la seule vue d'un verre de vin leur donnait des frictions de dégoût. La terrasse des cafés, à l'heure de l'apéritif, leur paraissait une assemblée de candidats au suicide. Un ami de mon père, ivre d'eau filtrée, en renversa un jour sur les tables, comme un polyeucte laïque qu'il était. Il pensait que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper au mur, ou qu'ils rencontreraient des girafes sur les cours de Mirabeau. Et l'on citait dans le cas d'un violoniste de grand talent, réduit à jouer de la mandoline à cause d'un tremblement spasmodique dû au fait que sa moelle épinière trempait dans un pain de vermouth cassis. Mais ce qui haïssait le plus farouchement, c'était les liqueurs dites digestives, les bénédictines et les chartreuses, avec privilège du Roy, qui réunissaient dans une trinité atroce l'église, l'alcool et la royauté. Tout ce que déteste la République. Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études était très vaste et admirablement conçu pour faire les instructeurs du peuple qui pouvaient comprendre à merveille, car ils étaient presque tous fils de paysans ou d'ouvriers.
quartier pouilleux, peuplé de misérables, où nul n'osait se hasarder la nuit. Il y resta que ses débuts à sa retraite. Il y resta de ses débuts à sa retraite. 40 ans dans la même classe, 40 ans sur les mêmes chaises. Et comme un soir, mon père lui disait: Tu n'as donc jamais eu d'ambition? Oh, mais si, dit-il, j'en ai eu. Et je crois que j'ai bien réussi. Pense qu'en 20 ans, mon prédécesseur a vu guillotiner 6 de ses élèves. Moi, en 40 ans, j'en ai vu que 2. Et un gracier de justesse, ça valait la peine de rester là. Car le plus remarquable, c'est que ces anti-cléricaux avaient des âmes de missionnaires. Pour faire échec à monsieur le curé, dont la vertu était supposée feinte, ils vivaient eux-mêmes comme des saints, et leur morale était aussi